Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle émission. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur différentes plateformes. D'abord sur www.visionmaxservice.com, la page Facebook également de Vision Max Service. Nous sommes sur www.radioimmigration.com, sur Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. Il y a 3 stations de radio qui diffusent cette émission: Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. Nous sommes avec vous parce que nous voulons vous informer sur ce qui se passe en temps réel en immigration au Canada. Ce soir, à cette émission, nous allons aborder avec vous plusieurs points. Nous allons vous parler de la question de la frontière, les informations qui circulent au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Canada, entre les États-Unis et le Mexique, avec les migrants, les enfants mineurs qui sont au niveau de la frontière. Nous allons vous parler également de la question du français. Il y a plusieurs informations, plusieurs annonces au niveau des francophones qu'on veut recruter. Il y a également une firme d'immigration qui a provoqué un tollé hier en disant que les Canadiens seraient plus loin s'il n'y avait pas de français. On va vous parler de tout ça. On va vous parler également de la question, par exemple, des anges gardiens, des répercussions, c'est-à-dire la façon dont le traitement est fait sur le dossier. On va vous parler de tout ça. Et en même temps, les tests médicaux ici au Canada, il y a des différences de les prix entre les différentes villes. On va vous parler de tout ça. Après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On va aujourd'hui s'attarder sur la question par exemple, des personnes qui veulent venir ici au Canada. On va parler surtout en éclairage de la politique canadienne des visas. Ensuite, on va faire, par exemple, s'il y a des questions, des commentaires, on va y répondre et ça va être la fin pour cette émission. Alors, on vous demande de rester branchés et surtout de demander à vos amis, à vos proches de rester branchés. Nous sommes avec vous pour les 58 minutes qui restent. Et si vous voulez écouter l'émission par téléphone, les 2 numéros sont 438 401 83 43 518 906 18 57. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde.
Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagay, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Pour beauté t'es qu'à exister. Yo dis c'est sous yo t'es copié. Yo secret mon pas qu'à comprendre. Ou scientifique pas j'aime faire son. Aïe, l'on est gado li pas si bon. Ou son problème qui pas de solution. Ou son poème qui change émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ici au Canada, nous avons deux numéros de téléphone, 438 382 9398, 438 876 9398. Ensuite, sur le site www.visionmaxservice.com, sur WhatsApp 438 876 9398. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. Vous allez compléter le formulaire et là maintenant je vais être informé que vous avez besoin d'une consultation et je vais vous appeler dans les 48 heures. Mais il faut compléter, c'est pas juste mettre vos noms, il faut en même temps faire le paiement et ça va me permettre de savoir qu'effectivement vous avez fait le paiement et que vous avez besoin d'une consultation. Alors, on va commencer avec, comme d'habitude, les répercussions de la COVID sur l'immigration. Et pour les répercussions de la COVID, on va regarder d'abord les questions de visa de visiteur. On sait que si vous avez un visa de visiteur et que vous voulez venir, pour le moment, si vous êtes en Amérique centrale, dans les Caraïbes, il n'y a pas de vol jusqu'au 30 avril. Maintenant, de façon générale, si vous voulez venir, vous devez de toute façon vous organiser pour pouvoir, par exemple, obtenir une autorisation au Canada. Alors, c'est avec cette autorisation-là que vous pouvez voyager. Ensuite, vous devez aussi passer les tests. Si vous arrivez par la frontière, vous avez le test PCR. Ensuite, on va vous faire passer un test aussi à la frontière. Et 14 jours après la quarantaine, vous devez aussi passer un autre test. Si vous arrivez par avion, vous devez non seulement passer un test 3 jours avant, mais en même temps, vous devez passer 3 jours à l'hôtel qui est réservé par le gouvernement, mais que vous devez payer. Et par la suite, si le test est négatif, vous rentrez chez vous et dans 14 jours, vous faites le test obligatoire. Mais si le test est positif, vous allez être redirigé vers une autre place où le gouvernement va vous prendre en charge. Alors, c'est vraiment bien contrôlé. Et on veut vraiment que les gens comprennent ça. C'est valable pour les visiteurs, c'est valable pour les étudiants, c'est valable pour tous ceux qui arrivent ici au Canada. Sauf que pour les travailleurs étrangers temporaires, ils ne vont pas passer les 3 jours parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer. Et en plus de ça, les employeurs ne veulent pas faire payer. Alors, vous arrivez ici comme visiteur. Ce qui arrive, c'est que vous devez maintenant, après le séjour de 6 mois, vous devez normalement faire la prolongation de séjour. Si vous ne le faites pas, vous serez en situation illégale. Et le gouvernement vous donne jusqu'au 31 août 2021. Depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 août 2021, si vous étiez en situation irrégulière, vous devez faire cette demande-là. Et comme visiteur, on vous donne aussi la possibilité de faire une demande de permis de travail. Mais sachez que vous devez avoir une offre d'emploi validée. C'est pas comme ça que vous allez faire cette demande-là. Vous devez vraiment avoir l'offre d'emploi validée et vous allez pouvoir obtenir le permis de travail. Maintenant, pour les étudiants étrangers, alors si vous arrivez ici comme étudiant étranger, tout ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, vous devez suivre tous les règlements. Et vous savez que normalement, ce qui arrive maintenant, c'est que
dans les circonstances, on demande aux gens qui sont étudiants étrangers de pouvoir, ils peuvent rentrer parce que de toute façon, on a vu comment c'était difficile pour eux d'étudier à l'étranger. Alors, les étudiants étrangers ils doivent rentrer et toutes les écoles prévoient à l'automne 2021 d'avoir des cours en présentiel. Et si maintenant vous êtes à l'étranger, vous voulez avoir un permis d'études, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous nous contactez, nous allons travailler avec vous. Actuellement, on travaille pour le trimestre d'automne. On essaie de voir, c'est sûr que les délais ne dépendent pas de nous. On essaie de voir comment vous pouvez avoir un permis d'études dans les circonstances, mais c'est surtout la capacité financière à démontrer. Et une fois que vous avez votre permis d'études, et vous devez étudier, parce que sinon, vous allez être en contravention, en infraction avec la loi. Et si vous voulez rester plus longtemps au Canada, c'est que vous devez faire aussi une demande de permis de travail post-diplôme après les études. Et par la suite, vous devez faire votre demande de résidence permanente. Alors, c'est sûr que quand vous rentrez comme étudiant étranger, vous suivez tous les règlements. En plus de ça, vous étudiez. Vous avez la possibilité de faire votre permis de travail post-diplôme. Vous allez voir tantôt, on va parler de cette option-là. Et on reconnaît les cours qui sont faits à distance également. Et si votre permis d'études a expiré ou va expirer, il faut faire la demande de prolongation de séjour et avec ça. Vous ne pouvez pas commencer à étudier et vous ne devez pas commencer à travailler si vous n'avez pas fait de demande, si vous n'avez pas vraiment étudié. Parce que si vous commencez à étudier, et ok, vous avez 20 heures semaine que vous pouvez faire comme travail, mais si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas le droit d'aller travailler également. Maintenant, regardons pour les centres de traitement. Ça commence à fonctionner pas mal. Et on voit qu'on envoie des messages, des courriels. Et c'est sûr qu'il faut avoir un rendez-vous pour se présenter. Ça, c'est de façon générale pour les centres de traitement. Maintenant, pour les personnes qui veulent faire des demandes d'asile au Canada, c'est-à-dire qu'il y a un site pour y aller. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous présenter pour faire la demande. Il faut aller sur le site Postel. Si vous êtes aux États-Unis, vous voulez venir, on rappelle que non seulement vous ne devez pas avoir fait de demande d'asile aux États-Unis, ensuite vous devez avoir des parents au Canada qui ont un statut. Ça veut dire que c'est comme ça que vous pouvez vous organiser parce que l'entente sur les pays tiers sûrs est toujours en vigueur. OK? Ensuite, on dit que si vous avez des documents à faire remplacer, pour le moment, on ne peut pas parce que les bureaux sont fermés, on prend des rendez-vous. Alors, assurez-vous qu'effectivement, vous pouvez faire ces choses-là. Pour la citoyenneté, ce qui arrive, c'est que normalement, vous faites votre demande. Les prestations de serment se font toujours de façon virtuelle. Quelques examens se font de façon virtuelle, mais c'est sur invitation. Et puis, on vous dit que si jamais vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas venu, on ne peut pas contrôler le nombre de jours passés à l'étranger. Alors, vous devez être sur place. On ne peut pas contrôler le nombre de jours passés à l'étranger. Maintenant, pour toutes les demandes de résidence permanente, on continue à recevoir les demandes de résidence permanente, mais on vous dit qu'on ne peut pas vous donner la garantie que ça va se faire être traité, c'est-à-dire dans un délai bien déterminé, parce qu'on ne sait pas. Les gens travaillent à distance et puis on espère qu'au fur et à mesure, on va avoir une situation régulière et les dossiers seront traités correctement. Au niveau de la commission de l'immigration du statut de réfugié, les audiences se font de façon virtuelle jusqu'au 5 juillet. On ne sait pas par la suite si on va avoir des rendez-vous en présentiel. Alors, c'est ce qui arrive. Là, maintenant, on va avoir des rendez-vous. Et si jamais vous avez, par exemple, des audiences et vous n'avez pas encore un conseil ou bien un représentant ou bien vous n'êtes pas satisfait, qu'on travaille avec vous, ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. OK? Maintenant, pour les lettres que vous recevez, parce qu'il y en a plusieurs qui reçoivent des lettres de la commission de l'immigration, c'est normal si vous êtes dans le programme d'ange gardien et que votre dossier est en traitement, oui, vous pouvez recevoir des lettres. Alors à ce moment, si vous n'avez pas compris, vous nous contactez, vous nous envoyez un courriel par rapport à ça. OK? Ça veut dire que ça va nous faire plaisir de vous servir.
Et pour Immigration Québec, c'est la même chose. On continue à traiter les dossiers de CAQ et de CSQ. Alors, organisez-vous pour que vous puissiez, à ce moment-là, envoyer tous les documents. Et si jamais les documents sont retournés, c'est sûr que c'est pas bon pour vous. OK? Voilà dans l'ensemble ce qui arrive. Voilà pour les répercussions de la COVID sur l'immigration. On prend une toute petite pause et là maintenant on va commencer avec les nouvelles. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Là maintenant, on va commencer avec les nouvelles. Alors d'abord, on va parler un peu de la situation sur les frontières. Et cette semaine, M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a écarté toute réouverture immédiate de la frontière canado-américaine. Il y a des élus, par exemple, le représentant démocrate de l'État de New York au Congrès, M. Brian Higgins. Lui, il a dit qu'on devrait être en mesure d'ouvrir la frontière pour que les gens puissent circuler. Alors, M. Trudeau dit que ce n'est pas la priorité actuelle du gouvernement canadien. Alors, les gens doivent attendre parce qu'on veut contrôler la pandémie. On ne va pas laisser, par exemple, les gens entrer de cette façon-là. OK? Ça, c'est M. Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui a dit écarter toute réouverture imminente de la frontière canado-américaine. Maintenant, du côté de la frontière des États-Unis avec le Mexique, il y a une situation assez particulière. Ce sont des enfants mineurs qui sont à la frontière et on déplore cette situation-là. D'ailleurs, on dit que c'est la première crise de l'ère Biden. Des enfants qui sont venus à la frontière, les parents les ont envoyés. On parle d'enfants de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans. Ils sont là. Le gouvernement américain a dû faire appel à une agence fédérale de gestion des secours, FEMA, pour aider à la prise en charge des enfants immigrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alors, cette agence-là devrait aider à recevoir, abriter, transporter les enfants durant les 90 prochains jours. Et cela arrive parce que M. Biden a mis fin à une politique de Donald Trump qui ne voulait pas que ces gens-là arrivent au pays. Alors, ce que Donald Trump avait fait, il avait demandé aux gens de rester au Mexique avant qu'on traite leur dossier d'asile. Maintenant, M. Biden a pris un moratoire par rapport à cette décision-là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont venus en grand nombre. Ils envoient d'abord leurs enfants et ils savent que les enfants vont être entrés. Et après quelques temps, le gouvernement américain va demander aux parents de faire entrer les enfants. Alors, vous imaginez dans quelle situation de désespoir on peut se retrouver pour envoyer et sa propre progéniture, pour envoyer ses enfants seuls sur la frontière, alors qu'il peut y avoir beaucoup de dangers. On envoie les enfants qui rentrent, qui sont dans un centre de détention, en espérant que par la suite, on va faire entrer les parents. En tout cas, c'est une situation extrêmement grave et les républicains se sont donnés à cœur joie. Ils ont dit, voilà le désordre que M. Biden voulait instaurer dans le pays et ça va créer vraiment une situation difficile. Encore aux États-Unis, cette semaine, à la Chambre des représentants a voté la régularisation des Dreamers. Vous vous rappelez, ces gens-là qui sont au pays et qui effectivement, ils sont arrivés très jeunes, ils sont là depuis plusieurs années. C'est un programme que M. Obama avait créé, mais finalement, les représentants américains, grande majorité démocrate, ont voté jeudi dernier le texte qui régularise les étrangers arrivés de façon illégale aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs. C'est M. Biden qui a promis ça. Maintenant, ça reste, il faut qu'on passe au niveau du Sénat. Et on dit que ce n'est pas gagné à l'avance. OK? Et jeudi dernier, ça a été approuvé par 228 voix contre 197. Et maintenant, ça ouvre la voie à la régularisation pour quelques 700 000 Dreamers qui sont arrivés aux États-Unis lorsqu'ils étaient mineurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les démocrates disposent également d'une majorité au Sénat, mais très courte, qui ne le permet pas d'adopter le texte sans le soutien des 10 républicains.
Alors, on va voir comment ça va se passer. Et là, maintenant, on dit que c'est la possibilité aussi pour permettre à des personnes qui sont venues aussi, qui ont bénéficié du programme TPS. Alors, on dit, si on va voir comment on peut les aider aussi à régulariser leur situation, on attend pour voir. Et on sait que en juin 2020, okay, parce que Donald Trump avait annulé ce programme dès 2017, mais en juin 2020, la Cour suprême avait infligé un camouflet. La Cour suprême avait refusé de rejeter ce programme-là parce que ça concerne des mineurs qui sont arrivés au Canada, et je dis au Canada, aux États-Unis, et là maintenant, c'est la situation. Ok? Pour la droite, on dit que c'est une amnistie. Monsieur Liz Cheney, numéro 3 des Républicains à la Chambre, dit que les deux lois reviennent à accorder une amnistie à des millions de clandestins. On doit se concentrer sur le renforcement de la frontière et l'amélioration du système légal d'immigration. Okay? Alors, M. Biden avait promis de pouvoir régulariser ces gens-là. Alors, chose promise, chose faite. Maintenant, on revient au Canada. On dit 1 an après la fermeture de la frontière, quels sont les enjeux pour l'immigration? Parce qu'il y en a qui pensent que avec la fermeture des frontières, c'est comme si l'immigration ne fonctionne pas. L'immigration continue à fonctionner. OK? Alors, il y en a qui, aujourd'hui, étaient forcés de reporter leur projet d'immigration parce qu'ils se sont dit que si maintenant on vient, après ça, on n'aura pas la possibilité de retourner dans son pays, etc. Alors, ça a permis que, par exemple, des personnes ont négligé ou bien ont retardé le processus. Alors, voici ce qui se passe. Maintenant, on rappelle aux gens que même si les frontières sont fermées, l'immigration continue à fonctionner, on continue à recruter des gens, on continue à faire des demandes. Alors, il ne faudrait pas effectivement penser qu'il y a un problème avec ça. OK? Ensuite, on a constaté que Statistique Canada dit que la population est restée un peu au même niveau, dans le sens que il y a pas assez de personnes qui sont entrées. Ensuite, il y a eu des personnes qui sont mortes pendant la pandémie. Alors, on dit qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement au sein de la population, parce que lorsqu'on compare le nombre de personnes rentrées et le nombre de personnes décédées, ça veut dire que ça n'a pas fait une grande différence à ce niveau. OK? Maintenant, autre nouvelle, on laisse la question des frontières, on passe maintenant aux tests médicaux. Alors, vous savez que normalement, et avant de devenir résident permanent, ou bien avant de venir au Canada comme étudiant, comme travailleur, des fois comme visiteur, vous devez passer des examens médicaux. Alors ici au Canada, dans la province du Québec, okay, vous savez qu'il y a plusieurs villes, il y a la ville du Québec, il y a la ville de Montréal, pour ne citer que ces deux. On constate que les montants exigés par les médecins pour les examens médicaux sont plus élevés à Québec, dans la ville de Québec à Montréal. Et là, maintenant, on s'est dit, pourquoi cette différence-là? C'est parce que dans la ville du Québec, il y a un seul médecin qui charge 451 $ pour l'examen, alors que, normalement, généralement, on charge 200 $ jusqu'à 230, 250 $. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens disent, non, on ne peut pas faire et on ne peut pas accepter que les gens du Québec, de la ville du Québec, paient beaucoup plus que les gens de la ville de Montréal. Immigration Canada a été informée, mais on dit non, le médecin n'a pas commis d'infraction et de toute façon, on ne discute pas des prix, des montants et c'est ça. Alors, on rappelle que normalement, l'examen médical est fait dans le but d'assurer que les immigrants sont en bonne santé et ne sont pas un fardeau excessif pour le système. Alors, ce qui arrive, c'est que le seuil de coût annuel de fardeau excessif pour les services sociaux et de la santé a été mis à jour. Autrefois, c'était à 6 839 $. Il a augmenté de 6 839 à 7 068. Multiplié par 3, cette moyenne est passée de 20 517 à 21 204. Ça veut dire qu'on considère que vous êtes un fardeau excessif si vous faites dépenser plus d'argent qu'un résident permanent ou qu'un citoyen canadien.
Alors là maintenant, on fait l'examen, mais on constate que souvent, et je vous parle aussi de la même situation en Haïti, il y a 4 médecins qui sont accrédités, mais souvent on voit des différences, et en plus de ça, on voit souvent des personnes à qui on dit « Oh oui, vous avez la tuberculose, vous avez ceci, vous avez cela », une façon pour le médecin de faire plus d'argent. Alors, des fois, on les dénonce parce que c'est un examen qui est fait. Imaginez dans un pays comme Haïti où on va faire les examens à 250, 280 $ américains. C'est beaucoup d'argent. Par rapport au programme de permis de travail post-diplôme, le 10 mars 2021, il y a d'autres mesures de facilitation qui ont été ajoutées au programme. OK? Et les mesures prolongent et élargissent les mesures temporaires qui avaient été mises en œuvre plus tôt durant la pandémie de la COVID-2019. OK? Alors, c'est le temps passé à l'extérieur du Canada jusqu'au 31 décembre 2020 sera comptabilisé dans le calcul de l'admissibilité au programme et dans le calcul de la durée du permis de travail éventuel. Les étudiants peuvent effectuer jusqu'à 100% de leur programme en ligne depuis l'étranger tout en demeurant admissibles. Vous vous rappelez, c'était 50%, mais maintenant, pour faciliter les gens, on dit qu'ils peuvent exécuter et effectuer 100% de leur programme en ligne à l'étranger. OK? Alors, compte tenu des répercussions sans précédent de la COVID sur les étudiants étrangers, alors on dit aussi que des fois, les étudiants peuvent ne pas trouver des relevés de notes, peuvent ne pas trouver des documents pour soumettre leur demande. Alors, on dit que l'Immigration Canada est prête à recevoir les dossiers, même si c'est incomplet. Il faut juste faire une lettre pour expliquer pourquoi on n'a pas eu tous les documents avec ça. OK? Alors, ça, c'est la situation pour le programme de permis de travail post-diplôme. Tout simplement, on dit que les étudiants qui sont en cette situation-là doivent le faire, et surtout pour le programme spécial qui a été fait, c'est entre le 27 janvier et le 27 juillet 2021 qu'on doit soumettre sa demande. Maintenant, au niveau de la langue, au niveau du français et de l'anglais, alors hier, et je dirais hier vendredi, il y a une firme de consultation qui a semé la controverse en s'en prenant au français. OK? Et MDC Canada a dû présenter des excuses par la suite après avoir publié sur son site des messages pour montrer les avantages et les inconvénients de l'immigration au Canada. Et comme inconvénient, cette entreprise-là a eu le courage, le culot de dire que le Canada serait plus avancé si les gens ne parlaient pas français. Alors, M. Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, a trouvé que ce discours est absolument inacceptable. Au Canada, actuellement, il y a près de 38 millions d'habitants. Et il y a 10 millions de francophones, 10 millions de personnes qui parlent français. Est-ce que ça voudrait dire que ces 10 millions-là sont négligeables? On ne doit pas tenir compte d'eux? Alors, on a 10 millions de francophones et on a 28 millions d'anglophones. Alors, il y a eu d'autres réactions. Par exemple, au niveau de la province de l'Ontario, on a par exemple Madame Caroline Mulroney qui a dit que ce n'est pas possible qu'on puisse, par exemple, traiter les francophones de cette façon-là, parce que le pays est basé sur deux communautés, les francophones et les anglophones. Alors, on doit faire le nécessaire pour donner la possibilité à ces gens-là. Ensuite, Mme Mélanie Joly, qui est ministre du Développement économique et des langues officielles du Canada, elle va publier très bientôt son livre blanc sur les langues officielles, elle dit que non, et on ne peut pas traiter les francophones de cette façon-là. Le fait que l'on parle français au Canada est une richesse et contribue à rendre notre pays unique. Le gouvernement du Canada croit fermement que tous les nouveaux arrivants, y compris les immigrants francophones, contribuent à la vitalité de ce pays. Sur cette base-là, on dit que on devrait faire le nécessaire pour permettre aux gens de pouvoir fonctionner. Alors, ça, c'est une situation assez difficile. Ça veut dire qu'on demande aux gens, et surtout à cette firme de consultation-là, de s'excuser parce qu'elle l'a fait. On a dit qu'on ne peut pas accepter
que des gens soient aujourd'hui dans une situation où on pense que le fait de ne pas parler anglais, c'est un problème. Ça veut dire on ne devrait pas traiter les francophones de cette façon-là. Parce que les francophones représentent, comme dit Mme Mélanie Joly, représentent un groupe assez important. Et maintenant, les gens pensent que l'anglais, c'est la seule langue dominante, c'est la seule langue d'affaires, ou bien c'est la seule langue qui peut permettre aux gens pratiquement de pouvoir réaliser leurs rêves. Alors, je rappelle que dans l'histoire de l'humanité, on a eu des langues qui ont été plus imposantes que l'anglais. Le latin, ok, tous ceux qui sont âgés peuvent se rappeler que l'importance du latin, comment partout dans le monde, le latin avait beaucoup d'importance. Aujourd'hui, il n'y a pas de latin. Le grec, c'est la même chose. Ensuite, le français, 17e, 18e siècle, le français, la France, c'était le pays dominant. Aujourd'hui, on a l'anglais qui domine. Et on n'a pas de problème avec l'anglais. Mais cependant, comment se fait-il qu'on parle de ces deux langues-là? Imaginez qu'au Canada, au niveau linguistique, il y a 14 langues. Okay? On ne compte pas les langues des autochtones. On ne compte pas les autres langues qui existent. Il y a 14 langues. On dit seulement qu'il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et regardez le traitement que l'on donne au français. Ça voudrait dire que d'ici quelques années, le Canada va devenir un pays unilingue anglophone. Et ce n'est pas bon pour le Canada, parce que les francophones, ils ont apporté... Le Canada est bâti sur ces deux communautés-là, les francophones et les anglophones. Alors, on ne peut pas cracher sur les francophones. Okay? D'ailleurs, le Bas-Canada, quand on avait dans l'histoire du Canada, ça veut dire qu'à un moment bien déterminé, Montréal était la capitale du Canada. Parce que lorsque les gens sont arrivés de France, okay, c'est deux peuples fondateurs. On a les gens qui arrivent de France qui ont fondé. Et en plus de ça, on a les gens qui sont arrivés aux États-Unis. Parce que vous vous rappelez, après la Révolution américaine, il y a des gens qui étaient royalistes. Ils ont quitté les États-Unis pour venir fonder la ville reine qu'on appelle l'Ontario. Alors avec cette fusion-là, on a pu avoir ça. Et on sait que aujourd'hui, de plus en plus de personnes pensent que le pays devrait être unilingue anglophone. Regardez dernièrement, un juge, je vous ai donné cette nouvelle la semaine dernière, un juge ici au Québec a dit que c'est plus important pour un juge de connaître l'anglais que de connaître le droit. C'est grave, c'est extrêmement grave. Mais heureusement, le gouvernement canadien n'est pas dans cette ligne-là. Le gouvernement canadien fait tout pour donner aux Français, à la langue de Molière, sa valeur, son importance. Et c'est pourquoi la secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, Mme Soraya Martinez, qui est une Chilienne d'origine, elle dit que le gouvernement va accroître le poids du français hors Québec grâce à l'immigration. Il a repris ce qu'on avait dit par rapport au programme de Entrée Express, c'est que le gouvernement doit faire quelque chose parce que 10 millions sur 38 millions, c'est-à-dire le poids démographique francophone est un enjeu. C'est ce que Mme Soraya Martinez fait comprendre. Alors, le gouvernement va encourager les francophones, notamment les personnes qui parlent français, les professeurs de français. Ça, je lance cet appel-là à vous qui nous écoutez à travers le monde, vous qui suivez cette émission-là, notamment en Haïti. Vous êtes professeur de français. Okay? On a besoin de professeurs de français pour les communautés anglophones, les gens qui peuvent venir enseigner le français. Et c'est pourquoi, dans le programme Entrée Express, on vous dit que c'est une bonne occasion, c'est un momentum. Mais quand je vous donne cette information-là, la réaction que vous faites souvent, ah oui, pourquoi vous ne nous avez pas dit ça avant? Pourquoi vous nous avez conseillé de faire Arima alors que maintenant vous nous parlez d'Entrée Express? Moi, j'ai toujours parlé de tous les programmes et actuellement, il y a une possibilité pour les francophones. C'est maintenant qu'on est en train de développer ça et c'est pourquoi c'est maintenant que je vous en parle.
Avant, je ne pouvais pas vous en parler parce que avant, le programme pour les francophones, c'était Arima au niveau du Québec. Et pour les anglophones, c'était Entrée Express. Maintenant, on donne la possibilité aux francophones de pouvoir venir en grand nombre. Alors, je vous en parle. Et c'est votre choix. Si vous voulez venir, vous faites le programme. Mais si vous ne voulez pas, ça veut dire que c'est votre choix le plus entier. Alors, on veut favoriser la francisation hors Québec. On veut porter le nombre à 4,4%. Parce qu'on dit que c'est la possibilité pour eux de pouvoir faire ça. Alors, la clé, c'est la francisation, soutient la députée, et on va vraiment recruter en Europe, en Afrique, un peu partout, des professeurs de français, parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de classes, pas assez de professeurs pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là puissent fonctionner. OK? Et il y a le projet de loi que la ministre des langues officielles va déposer également pour fixer les règles, pour démontrer que le français a sa place dans la société. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça veut dire que on va montrer que au niveau du Québec aussi, c'est la situation du français, c'est sûr que dépasse un peu, dans le sens que on a beaucoup de personnes qui le gouvernement du Québec avait dit on va prendre moins pour en prendre soin, et on voit que normalement c'est le Québec qui devrait recevoir plus de francophones. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Québec vient de lancer 3 programmes d'immigration, notamment 3 programmes pilotes. Dans le programme de l'intelligence artificielle, on prend 50% de francophones, 50% d'anglophones. Alors, si le Québec, qui est la seule province francophone, ne fait pas la différence, ou bien ne prend pas beaucoup de francophones, alors vous voyez que les francophones étaient vraiment lésés. OK? Ils sont lésés au niveau du Québec. Et au Canada, dans le reste du Canada, on avait dit qu'on devrait avoir 4,4% de francophones hors Québec, mais malheureusement, jusqu'à présent, on est rendu à 2%. Et c'est pourquoi je vous dis, on est en train de faire en sorte pour accélérer le processus de sélection des francophones. Ensuite, au Québec, on dit que le programme de régularisation des anges gardiens, ça avance à pas de tortue. Alors, on a constaté que au niveau fédéral, oui, les gens, quand ils envoient leurs documents, ils reçoivent des lettres et ça avance très vite. Mais malheureusement, on constate que avec avec le Québec, c'est que ça prend plus de temps parce que le Québec demande plus de documents. Alors, les gens déplorent ce qui se fait au niveau du Québec et disent que, normalement, on devrait avoir un peu plus, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont travaillé et ces personnes-là devraient voir leur dossier régularisé le plus vite possible. Mais on a l'impression que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement québécois. Mais avec toutes les pressions qui ont été faites depuis la parution de cet article de Radio-Canada, maintenant on voit qu'il y a un peu d'accélération, on voit qu'on reçoit plus de certificats de sélection. Alors on pense que ça va se faire, et parce que pour le ministère, c'est surtout la preuve demandée. C'est comme si on demande trop de choses alors que les gens ont travaillé, les gens veulent, par exemple, devenir résidents permanents pour pouvoir faire entrer leurs parents, mais on a l'impression que ce n'est pas ça la priorité du gouvernement du Québec à ce niveau-là. OK? Et dans le reste du Canada, il y a presque 500 dossiers qui sont gérés par le gouvernement, qui ont été approuvés. Ça veut dire que c'est presque la moitié des demandes, tandis que ici, au Québec, on a à peu près 700 dossiers. On a pu sortir à peu près 30 à 50 dossiers et certificats de sélection. Alors, ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Bon. Alors, on s'arrête là pour les nouvelles. On va faire le rappel des nouvelles dans quelques minutes. Et par la suite, on va traiter notre dossier. C'est la question de la politique canadienne des visas. On vous demande également de pouvoir partager avec vos amis. Ensuite, si vous avez des questions et des commentaires, de nous les mettre parce qu'on va à ce moment-là vous aider à voir ça, c'est-à-dire que vous répondre de façon adéquate. Alors, une petite pause, on revient. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre
des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagay, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Tout beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo secret moun pap ka kompran. Ou son ti fek pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sisman. Ou son problème ki pa ge solution. Ou son poème qui charge émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors maintenant, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, pour le rappel des nouvelles les plus importantes, d'abord pour les visas de visiteurs, pour les gens qui veulent, par exemple, visiter le Canada. Tantôt, on va parler de la politique canadienne des visas. Et si vous voulez faire une demande, oui, vous pouvez faire cette demande-là, mais cependant, vous devez savoir qu'il y a des règles avant de faire la demande. Si vous ne respectez pas ces critères, vous n'allez pas pouvoir obtenir le visa. L'avantage avec Vision Max Service, on vous donne l'heure juste, on vous dit exactement si oui ou non vous pouvez faire votre demande de visa de visiteur. Alors, on vous invite à nous contacter et nous allons vous parler tantôt de ça également dans la politique canadienne des visas. Les permis d'études, les gens qui veulent faire des demandes, vous nous contactez, nous prenons les dossiers en charge, nous essayons de traiter les dossiers avec vous pour pouvoir vous aider par rapport à ça. Ensuite, vous avez par exemple les demandes qui se font au niveau de... Et par exemple, pour la citoyenneté, pour les cartes de résidence, tout ça, on est à mesure de vous aider. Maintenant, pour la question de demande de résidence permanente, on parle par exemple de personnes qui veulent faire les demandes de parrainage. Pour parrainage de parents, les délais sont déjà terminés, puisque c'était le 14 mars. Maintenant, pour parrainage de conjoint, vous voulez parrainer votre conjointe ou bien un enfant à charge. Alors, tout ce qu'on vous dit pour le parrainage de conjoint, vous devez avoir des preuves pour démontrer que la relation est de bonne foi, elle est authentique. Si ce n'est pas le cas, vous allez échouer. Alors, pour éviter toutes ces choses-là, vous nous contactez. Nous allons prendre avec vous le temps de regarder ce que vous avez comme preuve avant le mariage, ce que vous avez comme preuve dans le mariage et ce que vous avez comme preuve après le mariage. Parce qu'il y a ces trois parties qui sont déterminantes. Souvent, vous dites que oui, tout est sur Internet et puis il suffit d'envoyer les formulaires. Non. Alors, en plus d'avoir les formulaires, il faut avoir des preuves. Et nous allons vous aider à savoir exactement c'est quoi les preuves dont vous avez besoin pour faire cette demande-là. OK? Ça, c'est pour la demande de parrainage. Maintenant, pour la question de travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, dans ARIMA, on est en mode stable, on n'a pas d'informations, on est là, on attend. Et maintenant, pour la question de Entrée Express. Dans Entrée Express, je vous ai dit
que ça fonctionne très bien et maintenant, avec toutes les informations dont nous disposons, c'est qu'on est en train de recruter des francophones. Pendant combien de temps on va avoir ce focus sur les francophones, je ne sais pas. Mais le programme Entrée Express va toujours fonctionner, est là et va rester. Alors, et on a baissé le quota, on a baissé le barème, on avait 475 points pour être sélectionné, maintenant on est passé à 75 points. Alors, tous ceux qui sont de bonne foi, tous ceux qui ont un diplôme, qui ont étudié en français, tous ceux qui veulent venir, c'est l'occasion pour vous d'appliquer dans ce programme-là. Alors, vous nous contactez et nous allons vous aider avec ça. Maintenant, parlons du programme d'asile et de considération humanitaire. Asile, vous êtes là, vous êtes en attente, tout le monde maintenant dit oui, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'audience, et puis avec ça maintenant, j'aimerais avoir une audience, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Alors, ce que je vous dis, c'est que pour faire votre demande, ok, vous voulez effectivement faire votre demande, ou bien vous voulez avoir une audience, alors il y a la commission qui est là, qui donne les dates d'audience, 514-283-7733. Ça, c'est le numéro de la commission. Mais nous, si vous voulez, on peut appeler avec vous, parce qu'on sait que ce n'est pas nous qui décidons les dates d'audience, c'est la commission qui donne. Mais ce qui est plus important, souvent vous demandez des dates d'audience, mais vous n'êtes pas encore préparé. Alors, ce qu'on vous dit maintenant, c'est que vous voulez avoir une date d'audience. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Des fois, vous avez des dossiers, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous n'avez pas vu votre représentant. Et maintenant, si on vous donne une date d'audience rapidement, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense qu'en demandant une date d'audience, vous devez aussi vous préparer pour avoir effectivement une préparation, pour revoir votre dossier, pour faire une mise à jour. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Okay? Et c'est pourquoi on vous dit que dans les circonstances, il faut trouver des solutions pour pouvoir régulariser, pour pouvoir effectivement avoir un bon dossier. Ça, c'est pour demande d'asile. Nous sommes là, nous pouvons vous accompagner. Ça veut dire soit pour l'audience, soit pour aller en appel. Tout ça, on va déterminer si oui ou non ça vaut la peine d'aller en appel. Maintenant, regardons pour les demandes de considération humanitaire. Jusqu'à présent, nous avons de très bons résultats. Les gens qui, malheureusement, n'ont pas été acceptés en asile, ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent faire des demandes de considération humanitaire. Mais souvent, ils venaient nous voir et alors, ces gens-là, par exemple, ils n'avaient aucune idée de la façon dont le dossier se faisait. Alors, maintenant, on est prêt à leur dire que voilà comment ça fonctionne. Parce que il y a effectivement une tendance par exemple, il y a une tendance à montrer que la demande de considération humanitaire, c'est comme si c'est une suite d'une demande d'asile. Non, il faut se détromper. Une demande de considération humanitaire est totalement différente d'une demande d'asile. Dans la demande de considération humanitaire, il y a 2 parties importantes. Non seulement vous devez démontrer votre établissement, mais surtout les difficultés auxquelles vous seriez exposé advenant votre retour dans le pays. Mais souvent, ce que les gens font, c'est juste faire la demande et reprendre les arguments et les risques, par exemple, de l'asile, et puis dire les mêmes choses. Vous passez totalement à côté. Alors, on vous invite, vous qui êtes dans cette situation-là, vous qui n'avez pas réussi votre dossier d'asile, vous qui attendez la période de 12 mois avant de faire votre demande, venez nous voir. Nous allons vous aider, nous allons vous montrer comment préparer un bon dossier de considération humanitaire afin d'avoir les résultats que vous voulez. Si vous pensez que, ou bien si vous magasinez en essayant d'appeler à plusieurs bureaux pour dire, ah oui, combien vous allez me charger pour remplir les formulaires. Si vous estimez que la demande de considération humanitaire est uniquement une demande de formulaire, vous passez à côté. Malheureusement, vous passez à côté. Alors, je vous invite à prendre ça en considération parce que si vous voulez, une fois pour toutes, parce que vous voyez comment le pays vit des situations extrêmement difficiles, alors, si vous voulez éviter que cela ait un impact sur vous, alors, à ce moment-là, passez nous voir, nous allons vous aider. Alors,
ça, c'était le rappel des nouvelles les plus importantes. Et n'oubliez pas, pour les immigrants qui sont au Québec aussi, on avait dit que le gouvernement a débloqué 4 millions de dollars sur 4 ans pour tous ceux qui veulent faire reconnaître leur diplôme. Alors, on vous invite, si vous êtes comptable, si vous êtes ingénieur, si vous êtes médecin, si vous êtes, je ne sais pas, agronome, alors faites reconnaître votre diplôme, parce que je vais continuer à le dire, dans la société, il ne suffit pas d'être seulement préposé ou infirmier, infirmière. Il y a aussi d'autres domaines qui fonctionnent. Alors, essayez d'avoir aussi un diplôme ou bien de continuer dans votre diplôme. Maintenant, on va passer au sujet du jour. On avait dit qu'on veut parler de la politique canadienne des visas. Et j'en parle, c'est parce que j'ai tellement reçu d'appels de personnes qui me disent que normalement, ils aimeraient venir ici visiter, ils aimeraient avoir un visa de visiteur pour le Canada, ou bien des fois c'est pour les États-Unis. Mais avec la crise qui secoue le pays, c'est que il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Alors laissez-moi vous dire ceci. C'est que pendant que vous avez des problèmes, c'est à ce moment précis que ces autres pays-là aussi ont des problèmes. Alors, des fois, si on vous dit que oui, le Canada est en déficit, le Canada a des problèmes financiers, vous allez dire non, le Canada est un pays riche, comment se fait-il que le Canada est un pays riche? Alors, je vais faire la comparaison avec quelqu'un, bon, vous pensez qu'il est bien, il a une maison, il fonctionne bien, et que vous êtes prêt à lui demander de l'aide. Mais lui, il vit des situations que vous ne connaissez pas. Et à ce moment-là, vous allez être étonné de voir que cette personne-là ne peut pas vous aider. Regardez bien. Actuellement, le Canada combat une pandémie et le Canada a déjà dépensé 300 milliards de dollars. Si le Canada doit faire venir des gens ici, il va faire venir des gens qui vont lui apporter de l'argent, qui vont l'aider. Si vous ne comprenez pas ça, c'est sûr que vous n'allez pas comprendre les autres choses que je vais vous dire. Maintenant, le Canada a une politique pour donner des visas. Alors, la première politique, le premier critère, le Canada va regarder les conditions socio-économiques dans le pays. L'instabilité politique. Ça veut dire, aujourd'hui, en Haïti, avec ce qui se passe là, c'est sûr qu'on va dire, ce n'est pas quelqu'un qui vient au Canada, il ne va pas retourner dans son pays. Il y a trop de problèmes socio-économiques, trop de problèmes politiques, il y a trop d'instabilité dans ce pays-là. Ça, c'est le critère. Deuxièmement, le Canada va regarder aussi les dossiers d'immigration, combien de personnes arrivent au Canada et font des demandes d'asile, combien de personnes arrivent au Canada comme étudiants étrangers et n'étudient pas, font des demandes d'asile, combien de personnes restent au Canada de façon illégale. Ça joue aussi en faveur, c'est-à-dire contre vous qui demandez un visa. On regarde aussi les questions de titre de voyage. On regarde aussi comment les documents sont délivrés en Haïti. Souvent, il est dit que quelqu'un peut avoir son acte de décès alors qu'il est vivant. Mais les autorités canadiennes, les bureaux de visa, notamment le bureau de visa à Port-au-Prince, ils est dans la réalité, il sait comment les gens peuvent avoir ça. Souvent, je vois des cas, des personnes qui veulent parrainer leur neveu, leur nièce. Ils disent que la mère est décédée en 2011, par exemple, ou bien pendant le tremblement de terre en 2010. Ils prennent l'initiative de parrainer en 2016. Et quand le passeport doit être fait, qui a autorisé le passeport? La mère qui est décédée en 2010. Mais comment voulez-vous qu'on prenne votre dossier au sérieux? Souvent, c'est ce qui arrive. Alors, on prend en compte les questions de dossier, les titres de voyage, les documents, des gens qui peuvent avoir plusieurs actes de naissance, qui peuvent avoir plusieurs passeports. Alors, à ce moment-là, on n'est pas sûr de ça. On prend en compte également les questions frontalières. On voit ce qui se passe au niveau frontalier avec d'autres pays, les crimes, les trafics d'humains, les trafics de stupéfiants, tout ce qui se passe de mal. Regardez, même la République dominicaine a eu le courage de dire qu'elle va construire un mur avec Haïti pour se protéger. Alors, quand un pays voit un ressortissant de ce pays d'Haïti
qui fait une demande de visa de visiteur, c'est sûr qu'on va dire ce n'est pas le bon moment de donner un visa de visiteur parce qu'on sait que cette personne-là ne va pas retourner dans son pays. Actuellement, il y a 51 pays au monde qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Les ressortissants de ces pays-là n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Notamment le Chili, le Mexique, ce sont les deux pays en Amérique, après les États-Unis, qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Et qu'est-ce qui se passe avec ces pays-là? Est-ce que d'après vous, il y a beaucoup de Chiliens ici au Canada? Non. Pourquoi les Chiliens ne viennent pas? Parce qu'ils sont bien, ils sont à l'aise chez eux. Et aussi longtemps que vous ne voulez pas vous mobiliser pour prendre votre avenir en main, si vous ne voulez pas que le pays soit vivable, si vous ne travaillez pas pour rendre ce pays vivable, mais il n'y a pas de pays qui vont accepter, par exemple, de recevoir tous les Haïtiens, tous les gens. Votre première réaction quand il y a un problème, c'est de chercher un visa. Alors que votre première réaction, c'était d'exiger que les personnes qui vous dirigent, que ces gens-là prennent leurs responsabilités et que ces gens-là transforment la réalité. Monsieur Macron en France disait que la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Imaginez qu'en France, on a des problèmes, les gens viennent, ok? Les gens viennent en France et quittent la France pour venir dans d'autres pays. Alors, les Africains, ils venaient en grand nombre, mais ils viennent en grand nombre en France. M. Macron dit que la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Ça, il a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Si vous demandez aux responsables américains, aux responsables canadiens, est-ce qu'ils sont prêts à recevoir tous les Haïtiens, ils vont dire non. Alors, je vous dis ceci pour terminer. Vous voulez venir, vous voulez avoir un visa de visiteur au Canada. Vous voulez avoir un permis d'études, tout ça. Sachez qu'il y a des critères. Souvent, vous dites que l'agent, il est injuste, c'est pas raciste qu'il a fait ça. Non, il y a des critères qui sont définis. Et c'est pourquoi nous vous disons que avant même de faire votre demande, d'ailleurs, on vous dit que pour le moment, si vous voulez faire une demande de visa de visiteur pour le Canada, à moins que vous soyez une personne âgée, à moins que ce soit des cas, mais pour les jeunes, on a toujours dit, ce n'est pas le moment de faire des demandes de visa de visiteur. Ok? Avant de faire votre démarche, vous nous contactez. Nous allons vous conseiller. Nous allons voir les données que vous avez en votre possession. Et on va vous dire si oui ou non ça vaut la peine pour le faire. Si ça ne vaut pas la peine, on va vous dire tout simplement de laisser tomber. C'est ça qu'on veut faire avec vous. Vision Max veut vous encadrer, vous orienter, vous accompagner du début jusqu'à la fin. Alors, on vous invite non seulement à nous écouter, à partager l'information et à faire en sorte à respecter exactement ce qu'on vous dit. OK? Alors, ça nous a fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler d'immigration. On vous rappelle que maintenant, on a 2 présentations par semaine, les mardis et les jeudis. OK? On fait un résumé de l'actualité pendant la semaine, mais la grande messe, c'est notre émission le samedi à 6h PM. Soyez toujours branchés et partagez avec vos amis, vos proches. Alors, merci à notre ami Yvon Chéri qui était avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission du mois de mars 2021. Ça va être aussi le printemps. Le printemps commence aujourd'hui et là, maintenant, on est content. C'est la meilleure saison au monde. Merci et à la prochaine. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça,
Vin manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre. Cuisine bon bagay. Goûter pas laissé. Mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, vin manger dans restaurant Fine Bouche à cette créole. Ou beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yon secret moun pa ka kompran. Ou son ti fek pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sisman.